On a le plaisir de recevoir Guillaume Bourdelot, directeur du Salon du Bourget. Directeur général, exactement, Directeur général. du SIAE. Écoute Guillaume, encore une fois, merci d'être là. Je vais commencer l'interview direct avec une question simple. D'où te vient ta passion pour l'aéronautique ? Bon, allez, on attaque. On C'est attaque moi comme qui ça. travaille. Allez, ça va être très simple. En fait, alors, on va faire court quand même. Je vais pas vous raconter toute mon histoire, mais j'ai grandi dans des petites îles dont on entend parler un petit peu en ce moment d'ailleurs, mais pour des raisons bien différentes. Ça s'appelle Saint-Pierre-et-Miquelon. Et donc, je suis arrivé là-bas, je devais avoir 3 ans, je pense. Et ce qui permet de faire de l'interrail. Il y a un peu de bateau, mais ça n'a pas fait naître ma passion pour la marine nationale. En revanche, il y a de l'avion qui fait de l'interrail. Et donc, comme c'est des petits avions, vous êtes assis juste derrière le pilote ou à côté du pilote. Et de là est née de mémoire ma passion pour l'aéro qui ne m'a jamais quitté derrière. Voilà, donc ça part tôt, ça a démarré très 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 tôt. C'est fort. Et est-ce que du coup, dans ton enfance, tu as eu l'occasion ou pas de faire un salon du Bourget ? Ou c'est venu plus tard ? Enfin, quand est-ce qu'a apparu ton premier salon du Bourget ? Ouais, alors le parcours, et c'est peut-être un message que je voulais passer. Bon, après, c'est peut-être pas devant la communauté d'aficionados, mais c'est surtout toujours croire en ses rêves. Moi, ma leçon observée sur cette période-là, quand j'étais enfant, adolescent, c'est que à part cette cette motivation de monter une fois de temps en temps dans l'avion et puis d'observer ce que faisaient les pilotes, ça restait quand même un rêve très très lointain. Tellement lointain en fait que j'avais une petite tendance à m'auto-censurer en fait et à me dire trop compliqué, j'y arriverai pas. Enfin voilà, je connaissais 2 pilotes, c'était des semi-dieux et je me disais que j'y arriverais jamais. Donc voilà, ça a été un message que je voulais passer ce soir quand même. Ne vous auto-censurez jamais, vivez vos rêves pleinement et foncez et voilà. Et d'ailleurs il y a de l'autocensure, puis il y a aussi la censure que peuvent vous poser certains. On en a tous connu, enfin moi j'en ai connu quelques-uns et on s'en souvient en général, on a envie de leur dire plus tard je me souviens quand tu m'avais dit que je n'y arriverais pas. Voilà. Donc mais bon voilà, c'était un petit message que je voulais passer pour mon premier Bourget du coup il est arrivé un petit peu tard puisque comme j'ai passé toute mon enfance, jusqu'à mon adolescence à Saint-Pierre-et-Miquelon, autant dire que le Bourget était lointain, lui aussi. Donc je vivais ma passion aéro à l'époque par les livres, les livres et puis les revues. Et voilà, je faisais de l'identif, je savais distinguer plein de choses. Et donc c'est bien plus tard. Mon premier Bourget, en fait, il devait dater de 1993 ou 95. D'accord. Quand je suis rentré à l'école de l'air. Et c'est là que j'ai pu arpenter pour la première fois, donc ça va être plutôt 95 que 93 puisque je suis rentré en septembre 93, donc ça devait être juin 95 et j'en ai des souvenirs encore relativement clairs puisqu'on fait une semaine parisienne, on va voir les grands industriels que nous connaissons tous, et à l'époque, et vous vérifierez pour moi, il y avait un avion dans lequel je me suis assis. Oui, vous demandez aux aficionados du chat, j'ai pas vérifié ces infos, hein, donc je me lance sans filet, mais je m'en souviens très bien. Je m'étais assis dans le Migaté, qui devait être équipé par du français à l'époque. Migaté qui n'a pas dû voler plus que ça après, d'ailleurs, ça devait être en tout cas, qui a eu, à mon sens une carrière assez courte. Et donc ça devait être en 95. Voilà. Ok. Donc ça remonte. Mais avant ça, vraiment avant le Bourget, en fait c'est juste, on se rend pas compte, mais ouais, il y a encore les îles comme ça à Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est des endroits où tout se fait en avion, quoi. C'est pour même la marchandise, c'est ça vraiment le début de la passion, c'est d'en voir décoller tout le temps, de s'en servir pour d'une île à l'autre, et c'est pas banal comme début de passion, mais c'est super intéressant. Ouais, mais c'est aussi une opportunité quelque part, quoi. C'est vraiment une opportunité puisque c'est pas le taxi quand même pas, mais voilà, de pouvoir vivre l'expérience aéro pas loin du pilote et puis effectivement d'être près des avions, c'est quand même aussi une chance, quoi. Ouais, c'est une petite mission de l'avion qu'on a de temps en temps en fait, que ça connecte vraiment, enfin voilà, il y a des endroits c'est où des c'est passagers vraiment ce qui entre les connecte, îles, absolument, et effectivement. Quand on est dans de l'aérobashing, des fois, effectivement, pouvoir amener de la vie, amener des marchandises, socialement, c'est essentiel. Essentiel. Tu as commencé à en parler donc, de l'école de l'air. Ouais. Tu as une carrière donc, militaire avant d'arriver à ton poste actuel. Est-ce que tu peux un peu nous en parler ? Qu'est-ce que tu as fait et comment ça s'est segmenté tout au long de ta carrière ? Parce que tu as eu la chance de voler et c'est vrai que ça fait rêver beaucoup. Je vais te faire un peu de déroulement chrono, je pense que c'est plus simple, mais sans rentrer dans une nécrologie trop longue. Bon voilà, donc
En fait, j'arrive donc d'outre-mer et mes parents, un peu par facilité, me disent tu sais quoi, tu vas aller faire une prépa militaire, comme ça il n'y aura pas de problème. Enfin voilà, tu seras pris en charge et on est à des milliers de kilomètres de là, donc c'est une sorte de garantie. Donc j'arrive au Prytanée national militaire à l'époque et ils me demandent qu'est-ce que tu veux faire. Et quand je vous parle d'autocensure, hein, c'est sincère. Hein. Moi j'arrive là-bas, je leur dis je vais être pilote de ligne. Il n'y a pas de sous-pilote, hein, je précise, mais je m'auto-censurais sur le fait, de toute façon, pilote de chasse, même pas en rêve, quoi. Et donc, quand j'arrive là, et les mecs me disent, attends, tu t'es trompé, ici, on fabrique des pilotes militaires. Ah bah ok, feu. Et des pilotes de chasse, voilà, c'est parfait, allons-y gaiement. Donc ça, c'est le premier jour au Prytanée militaire. Et puis commence la longue aventure. Alors après, là, on se... la passion drive tout, le boulot. Voilà. Donc entrée à Salon 93 et puis les premières sélects vols. Je suis la première promo sur Tucano. D'accord. Donc j'ai fait quelques vols en Fuga Magister et puis j'ai eu le privilège de voler sur cet appareil que moi j'aimais beaucoup, hein, le Tucano, et qui a fait une relativement courte carrière dans l'armée de l'air. Un avion brésilien, un Embraer 312, donc de la turbine, mais la belle turbine avec du PT6. Pour les aficionados, j'en profite parce que après vous allez me coller, donc c'est voilà, l'Alpha Jet à Tours, l'Alpha Jet à Cazaux, et puis à Cazaux se pose la question, là aussi c'est un petit message, j'ai lu un post LinkedIn très marrant à ce sujet-là il n'y a pas très longtemps, donc qu'est-ce que tu veux faire comme avion plus tard? Voilà, j'étais pas trop mal classé, j'ai toujours été un peu le pouli-d'or des promos là. Et en fait, moi, ce qui m'inspirait, mes monites, c'était les pilotes de Mirage F1. Okay. Et voilà, j'ai fait mon avion de cœur en fait. Voilà, la raison, ça aurait été peut-être que j'allais faire du Mirage 2000 ou des avions top modernes, et voilà. Et je me suis dit non, je veux être un bon pilote et puis je veux faire du vieil avion. Donc voilà. Et j'aimais le challenge à l'époque. La transfo sur Mirage F1 était reconnue pour être redoutable. Et voilà, j'en avais probablement pas assez et je me suis dit je vais aller me frotter vraiment aux gens les plus redoutables. Voilà. J'étais quand même vraiment pris au jeu du coup, parce que t'es arrivé en prépa militaire, tu t'es dit donc là en fait je vais devenir pilote de chasse, et d'un coup là tu t'es pris le moins de challenge. La passion avait jamais quitté, hein, au demeurant, hein, donc voilà, c'était juste la porte que je m'étais fermée tout seul, dont on m'a dit mais pourquoi tu la fermes? Voilà, et là t'élargis le champ des possibles, et après j'étais parti plein de balles. Et voilà, donc j'ai commencé ma carrière de chasse proprement dite sur Mirage F1, c'était à Colmar. D'accord. Au Grand 130 Alsace, groupe de chasse, Force aérienne française libre. Voilà, Klosterman, Mouchotte, les figures qui m'ont bercé jusqu'à assez tard dans ma carrière d'ailleurs. Et puis assez rapidement, donc je remercierai d'ailleurs jamais assez les gens qui m'ont encadré à ce moment-là. Il y en a ils se reconnaîtront peut-être. Et voilà, ça a été vraiment une expérience absolument formidable dans une belle région de France. Malheureusement, la base aérienne, comme plein d'autres, a fermé, mais voilà, c'est la vie. Mais assez tôt, au demeurant, je me suis dit que je voulais faire autre chose, vivre d'autres challenges, et en particulier des échanges. Et donc j'ai postulé pour tous les échanges possibles et imaginables à l'époque. Donc en Allemagne, aux États-Unis, etc. Et donc en particulier commencer à sortir le F-16. Je devais aller faire du F-16 aux États-Unis. D'accord. Et puis le conseiller RH de l'époque m'a dit je suis désolé, il y a quelqu'un d'autre qui est prévu. En revanche, est-ce que ouvrir un échange sur F-16 aux Pays-Bas, ça te convient? Alors là, pas de question à se poser. On y va. Et donc j'ai ouvert un poste d'échange, un court échange en fait, parce qu'on n'était que 2 à le faire. Il n'a pas duré très très longtemps malheureusement, et donc j'ai fait 3 ans aux Pays-Bas sur F-16 MLU, qui était pas loin d'être la Ferrari de l'époque, hein, quand même, hein. C'était une machine qui marchait super bien. Je ne sais pas si on en reparlera après, mais très belle expérience. Retour dur parce que c'était mon pain blanc là-bas. Et puis on attaque en tant qu'officier direct de l'école de l'air, on attaque un peu d'état-major, donc ça, on switch de l'aéro pur, et voilà. Alors moi j'étais pas préparé psychologiquement du tout à cette affaire-là à l'époque. Surtout que là t'avais fait international plus nouvel avion. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, c'est ça. Ouais, ça. Donc un peu, à l'époque je le perçois comme grandeur et décadence, même si tout ça, en fait, quand on a un peu de recul, a beaucoup de cohérence et de bon sens. Mais voilà, c'est comme ça que je le perçois à l'époque. École de guerre.
Donc j'ai cette affectation-là, je la fais à Caso. Voilà, je suis abonné et c'est là où je fais ma transition sur Mirage 2000. Donc sur Mirage 2000D. Je suis responsable des campagnes Airsol à Caso en particulier, donc je monte des grosses campagnes. J'en profite pour tirer moi-même pas mal. C'est une belle expérience en plus dans le sud-ouest de la France. Je fais l'école de guerre à Paris pendant 1 an et donc je prends le commandement d'un escadron de chasse sur Mirage 2000D à Nancy. 1 an d'adjoint, 2 ans de chef. Expérience extraordinaire là aussi, tant sur l'appareil que sur l'expérience du commandement. Et puis mes premiers vrais baptêmes du feu en fait, parce que aussi bête que cela puisse paraître, j'avais fait quelques opérations, mais on va dire c'était l'Afrique de l'époque, donc pas nécessairement les plus guerrières. En revanche, sur Mirage 2000D, il y avait l'Afghanistan, on était en plein dans le chaudron à Kandahar. Donc deux gros détachements là-bas, et ce qui était inédit à l'époque, c'est intéressant quand on place les choses en perspective. Sur la fin de mon mandat, on avait 2 opérations simultanées qui étaient l'Afghanistan et la Libye. D'accord. Voilà, donc un gros challenge pour l'unité, et c'est comme ça que s'arrête mon temps strictement opérationnel en fait. Et voilà, et toujours guidé par le fait de vouloir faire des choses différentes. Je pars 2 ans chez Dassault Aviation, détaché, pour conseiller les ingénieurs de chez Dassault sur l'avion du futur, donc le système de combat aérien futur. Ok. Déjà à l'époque, on y réfléchissait. C'est beau. C'est en quelle année ça du coup? 2011-2013. 2011-2013. Ouais. Ok. Et c'est un peu une reconnaissance de ta carrière, de ton expérience avec Kerry. Tu l'as senti comme ça ou c'était vraiment un poste ou, Oui, bien sûr. Il y avait ça pour la peine, c'est pas un poste que j'ai ouvert, donc oui, en fait, Dassault a des exigences vis-à-vis du personnel de l'armée de l'air qu'il reçoit très clairement. Mais il y a aussi une forme de volontariat. Et moi, j'étais très volontaire pour aller faire un peu d'industrie et une fois de plus me frotter à un autre univers, quoi. Toujours dans le même souci, donc arrive la fin de Dassault. Est-ce que tu veux faire de l'état-major ou aller voir autre chose? Je veux aller voir autre chose. Donc j'ai ouvert un poste au Canada, à Ottawa, où j'étais donc là pareil le premier. Où en fait, je suis occupé quand même un poste d'état-major, mais à l'étranger, où j'étais responsable de leurs relations internationales pour les Canadiens. Donc, belle fenêtre sur le monde, belle fenêtre sur l'Amérique du Nord. Okay. J'ai fait ça pendant 3 ans. Et puis, évidemment, développer la coopération franco-canadienne à l'époque. Donc là, j'avais fait longtemps en dehors de Paris. Et il fallait quand même que je revienne. Et à quel poste? Et il me fallait un poste transverse, en fait, parce que je n'ai pas fait de capacitaire, pas d'opérationnel en état-major. Et donc, j'ai fait de la communication. Okay. Donc, j'ai pris numéro 2 du CIRPAER, puis chef du département qui fait la relation. CIRPAER, pardon, excuse-moi. Désolé. Je me suis emballé. Je me suis emballé. À ma gauche, mais je me suis emballé. Ça y est, tu m'as eu. Donc, le service des relations publiques de l'armée de l'air, le service de communication de l'armée de l'air. Donc, j'étais numéro 2. Et puis, j'ai pris le département, les relations presse du ministère des Armées, donc un truc un peu plus important, pendant 2 ans. Ça m'amène à 2019. Donc là, c'est des périodes qui te permettent en fait comme de voir un peu plein de services différents, d'échanger avec plein d'acteurs différents. Et c'était ça, ça change complètement. Tu apprends des choses complètement différentes. Alors là, la communication, ça a juste rien à voir avec ce que j'ai pu faire avant, mais c'est la beauté des armées quelque part. Tu apprends vite et des choses complètement différentes. C'est passionnant. Tu retrouves un côté un peu de terrain, un peu plus aussi là, de voir plein de choses dedans. Management, beaucoup de management, effectivement, sur la gestion de projet. Quand j'étais numéro 2 du CIRPAER, on avait fait la tournée US de la patrouille de France, par exemple. C'est pas moi qui ai porté le projet mais j'étais numéro 2 et je suivais mon boss le faire. Et ça rebondira peut-être sur des choses que vous avez vues récemment. On avait soutenu un Mission Impossible de Tom Cruise, celui qu'il fait à Paris où il se pose en caracal sur le toit de Bercy. Okay. Donc un caracal de l'armée de l'air évidemment. Donc voilà, on fait. Mais il n'y a pas que ça, il y a toute la communication au quotidien de l'armée de l'air, sur ses missions et sur ce qu'elle fait. Et en termes de relations presse, le ministère des Armées, alors là c'est plutôt en contact avec Brienne, donc plutôt avec la ministre de l'époque, Florence Parly. Sur des sujets plutôt, alors là, plus éloignés de l'armée de l'air et transverse au ministère des Armés. Donc je fais ça de 2016 à 2019. Je prends la base aérienne de Tours en 2019. T'as vraiment pas resté plus de 3 ans au même endroit non. pendant. Ça bouge, c'est l'armée, ça bouge tous les. Le première affectation 5 ans et après c'est les 3 ans et après ça peut finir à 2 ans effectivement. Okay.
La 2019-2021, période super intéressante puisque, à 2 titres, il fallait fermer la base aérienne de Tours. Alors, c'est pas fermer la base aérienne, je me prends à mes propres... ce qu'on démontait à l'époque. En fait, on fermait les activités aéronautiques et la base aérienne restait ouverte. Mais donc, déménagement de l'école de chasse à Cognac. Un gros projet parce que c'est accompagnement du personnel, des projets complexes. Vous avez vu des fermetures peut-être de loin, de bases aériennes. C'est jamais des choses qui se passent facilement. J'ai le plaisir de dire qu'on a fini à l'heure en plus. Ce qui n'est pas arrivé, mais j'en tire pas de gloire. C'était une équipe qui a bossé et qui a bossé très 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 fort. Et puis un soutien politique aussi, tant à Paris qu'au niveau local, important pour qu'on arrive au bout de cette affaire-là, qui s'est bien déroulée, et tout ça pendant le Covid, tant qu'à faire. Donc, avec une belle petite gestion de crise aussi à mener en même temps. Donc, c'était du bonheur en tant que commandement, même si je ne sais pas si on peut se réjouir d'une crise, mais en tout cas, c'était super intéressant. En tout cas, ça, je peux le dire. Ouais, très enrichissant. Merci, Alexandre. Alors, on a une petite question du chat, là, comme tu as balayé un petit peu toutes tes expériences, là, donc tu as vu des... Ce serait quoi un petit peu, si tu devais citer, entre la France, Pays-Bas, Canada, un peu les grosses différences, parce qu'en termes d'armée, il y a peut-être des points un peu culturels qui vraiment là, si tu devais en citer quelques-uns, ça intéresse Ça change, tous les jeunes qui nous suivent, qui veulent peut-être se projeter, aller travailler ailleurs. Ouais. Ça peut être... Je pense que ce qui fait la différence fondamentale de notre pays, c'est, même si on est dans l'OTAN, c'est le souhait d'une forme d'autonomie en fait. Okay. Et ça nous distingue vraiment d'autres pays. Ce que j'ai noté, moi, c'est que les Néerlandais, d'un point de vue tactique, étaient excellentissimes. Moi, c'est une culture qu'il faut affronter au départ, affronter au sens subir. Et quand on a pris le pli, qui est vraiment très très agréable en termes de culture de travail, donc archi rigoureux. Supérieur à nous, on est un peu plus latin, supérieur, pas en termes de culture, mais je veux dire... en termes de rigueur, d'organisation... la rigueur est supérieure, voilà. On aime ou on n'aime pas, mais moi j'ai vraiment adoré travailler dans ces conditions. Pour ce qui relève du Canada, c'était super intéressant, en particulier sur la coopération canado-américaine, et voir un petit peu comment le Canada se situe dans le NORAD. Donc dans la défense du continent nord-américain. Ouais. Où en fait, c'est un territoire gigantesque qui est une buffer zone, donc une zone tampon vis-à-vis de la Russie, quoi. Et comment ça se matérialise et comment ça se concrétise, voilà. Et puis après on apprend dans chaque pays, il y a le côté un peu far north du Canada. Où quand on commence à aller vers Iqaluit, il n'y a plus rien, quoi. Et une fois de plus, l'aéronautique et l'avion sont absolument essentiels parce que c'est le moyen de transport qui vous permet Il n'y a pas de train, il n'y a pas de fleuve, rien. J'ai fait du twin pour aller me poser dans la Cambrousse avec des lacs, tu dois en avoir des tas. L'hydravion, ça va être le pays d'hydravion. Donc non, chaque chose a des côtés, des plus et des moins. Moi, ce que j'ai noté à titre, des expériences de vie, c'est que quand on devient plus âgé, sans paraître trop sénile quand même, j'espère, mais j'étais plus âgé au Canada, on s'aperçoit qu'il y a quand même notre culture, moi ma culture a fini par me manquer quelque part, voilà. Donc j'étais très heureux de mon séjour là-bas. J'aurais tout à fait pu rester au Canada et j'aurais été heureux d'y rester, mais des choses aussi bêtes que l'histoire, même si je suis pas un historien, mais voir des vieux bâtiments et ce qui ça c'est important, l'art culinaire, des choses aussi bêtes que ça comptent. La poutine, voilà. La fameuse. On en a vite assez de la poutine. Et puis j'ai terminé par 2 ans dans le spatial où j'étais patron des opérations spatiales militaires 2021-2023. Okay. Et là je me suis dit, il est l'heure d'aller faire autre chose. Okay. Donc là, après c'est 30 ans. 80, t'es entré en quelle année à la... 93-2023. Ok, facile. 30 ans. Pile poil. Voilà, on arrête le chrono. On arrête le chrono. Tu poses le stylo. Voilà. Okay. Juste revenir, parce que ça avait l'air d'être de tenir à cœur sur le F-16 MLU. Ouais. La transition F1, F-16 MLU, c'est le jour et la nuit ou Ouais, dur. Ouais. Dur. Les philosophies sont vachement différentes. Absolument. Alors tu vois, je voulais faire du F1 parce que je voulais faire du monoplace, parce que je m'étais dit qu'un avion difficile, c'était un avion difficile parce que, en fait, avec peu de systèmes dedans, et donc ça fabrique... t'apprends plein de choses et t'apprends à travailler tout seul dans ta machine, etc. Donc je pensais que c'était une excellente éducation, si tu veux, qui reste le cas à mon sens.
Mais quand j'arrive sur F16 MLU, et bon, comme il y a une communauté, j'imagine, de gens qui font de l'aéro et qui nous écoutent, mais ça va vous parler. En fait, j'étais épuisé dès le tour avion, quoi. C'est que ça change tellement de passer d'un avion d'assaut à un avion Lockheed Martin. Je perdais complètement mes repères, quoi. Et faire le tour avion avec le mécano, enfin devant le mécano, j'arrivais au moment de m'asseoir dans l'avion. Je me suis dit, est-ce que j'ai pas oublié un truc déjà, quoi. J'avais pas commencé à mettre en route. Donc ça, c'est dur. Les performances de l'avion étaient juste sans commune mesure. Et ce que j'ai trouvé très très dur, c'est l'exploitation du système. C'est-à-dire que tu as de l'info absolument partout, à la différence du F1 où c'est beaucoup plus synthétique. Et, voilà, et là, tu en as absolument partout. Il faut aller réussir à aller piocher l'info qui t'intéresse au bon endroit, au bon moment. Voilà, ça a été le début. Après, quand j'ai pris le coup, là, par contre, ça a été... La révélation. Enfin, je sais pas si c'est une révélation, mais voilà, il n'y a plus du tout eu de souci derrière, au contraire. Voilà. Et là-bas, tu faisais que de la mission de défense aérienne ou vous avez fait du multirôle? Tout, multirôle. C'est vrai que c'est très branché air d'abord, et puis et ça suit par l'air-sol derrière. Mais non, multirôle, pas mal de détachements aux États-Unis, au Canada. Voilà. Ah ouais, ok. Oui, Donc dans le cadre des échanges, ça se fait aussi en fait. J'étais employé comme un pilote. Okay. Alors quand même, c'était 2003. 2003, c'était la guerre en Irak. Et il vous s'échappera pas, enfin peut-être pas vous les jeunes, mais les plus anciens on était quand même bien en bisbille avec les Américains sur l'Irak à l'époque. Ouais. Et donc je l'ai un peu subi. Quand j'avais des restrictions américaines assez fortes. Okay. Ce qui fait que j'ai pas pu faire l'Afghanistan avec eux, par exemple, qui était déjà en place à l'époque. Voilà. Bon, écoute, il y avait une question dans le chat là-dessus. Tu avais fait des OPEX? Ouais, j'ai fait 2 fois l'Afghanistan et Harmattan, la Libye en 2011. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Aujourd'hui, donc tu as full transitionné pour venir au Salon du Bourget. Ouais. Est-ce que tu as un peu toujours un relationnel au pilotage derrière? Alors, ou tu as gardé le côté management? En toute sincérité et en toute transparence, non. Pourquoi? Parce que dans mes fonctions militaires, j'en avais juste plus vraiment le temps. Alors j'allais faire de la place arrière sur AWACS ou sur ce genre d'avion, ce qui est toujours intéressant d'ailleurs d'avoir, mais pas aux commandes, stricto sensu. Et puis des choix personnels, des choix de vie également, c'est-à-dire que ça prend quand même un peu de temps de voler le week-end, etc. quand on a des enfants en bas âge. Mais là, avec la reprise de mes activités, on va dire plus aéronautiques, parce que je considère que le Bourget est plus aéronautique que mes dernières fonctions, je vais me remettre à voler. Ouais. C'est tentant de voir plein d'avions, d'en inviter plein et de se dire oh là là. Je considère que c'est mon job, quelque part presque même pour être crédible et rester crédible, je veux continuer à voler. J'espère que je saurai vous montrer que je suis crédible au simu du DR400 après. Restez bien jusqu'à la fin, parce qu'on aura d'autres classiques challenge d'atterrissage à Courchevel en DR400, donc restez bien jusqu'à la fin de l'interview. Alors il y a une petite question du chat, là comme tu parles de pilotage. Quel est l'avion qui t'a le plus marqué en pilotage? Là, c'est le plus marqué. T'en fais ce que tu veux. F1, F16, on a vu que les deux pour des raisons différentes. Est-ce que au Mirage 2000, non. Moi, ce que je note, chacun a ses qualités et ses défauts. Ce qui est super intéressant, c'est de voir les différences de philosophie. Okay. Vraiment. L'avion américain, donc le F16, d'un côté, qui a une ergonomie de dingue. Quand on pense que ça a été fait conçu dans les années 70, c'est quand même impressionnant. Mais qui n'est pas protégé, qui n'a pas de commande protégée, donc on peut perdre le contrôle en F16 et assez rapidement en fait, si on fait pas attention. Le côté un peu sans filet du coup. Un peu sans filet, absolument. Mirage 2000D, vous êtes en suivi de terrain auto, c'est le pilote automatique qui fait le travail. On est à 540 nœuds, 200 pieds, dans les nuages, on voit de nuit, on est sous les jumelles de vision nocturne et on voit, et dans le massif central. Et c'est la machine qui fait ça. Voilà. Un truc dont on parle peu pour les avions militaires quand même, c'est les contre-mesures électroniques qui sur F16 sont pas intégrés, donc ça vous prend un point de vol. C'est sous l'avion, donc c'est pas très bien placé en fait. Alors sur Mirage 2000, c'est parfaitement intégré. Donc voilà, mais c'est des différences de philosophie. D'un autre côté, voler avec un radar, c'est quand même un peu plus sympa que de voler en écoutant les informations aéronautiques des autres. Donc voilà. Après j'ai eu la liaison 16 sur Mirage 2000D, etc. Donc ça a permis de... Ça
Voilà, donc il y a du plus et du moins, des deux côtés. Mais une fois de plus, ce qui est vraiment intéressant, c'est vraiment de voir la différence de philosophie des constructeurs. Ah, puis ce qui demande un peu de souplesse aussi d'esprit quand on change on Ouais. passe d'un appareil à l'autre. Et c'est là où c'est vrai qu'on a moins en tête cette image pilote de chasse où c'est de la gestion de système, de la compréhension de machine. Et il y a un manuel de vol, il y a comprendre comment se fait la machine. Tu as tout à fait raison. D'ailleurs, en basculant sur Mirage 2000, par contre, là, ça a été piece of cake parce que comme j'avais déjà fait du Mirage F1 avant, alors là, c'était de l'avion l'avion Marcel Dassault, voilà. Donc c'est. Okay. Bon, on a parlé de ta carrière militaire dans l'armée de l'air et puis de l'espace même avec ton dernier volet. Maintenant, on transitionne plutôt côté Salon du Bourget. Tu peux nous expliquer ton rôle pour le Salon du Bourget, sur comment tu es arrivé ici à ce poste-là, qu'est-ce qui t'a mené à ta place actuelle? Vous voulez pas le savoir, vraiment. C'est de manière inespérée, inattendue en fait. Voilà. Je suis parti du commandement de l'espace. Je m'étais dit que mon faire valoir, ce qui pourrait créer de l'attrait pour les entreprises civiles, c'était mon savoir-faire spatial, puisque c'était mon savoir-faire dont peu de gens disposent objectivement, parce que les opérations spatiales militaires, ça fait pas depuis très très longtemps qu'on les pratique au stade où on les pratique maintenant. Et donc j'étais parti là-dessus, et pour des raisons qui me dépassent, on va dire, c'est pas ce qui s'est produit, et je suis allé voir de fil en aiguille le patron du GIFAS, avec qui j'avais demandé est-ce que je sais que tu as un attrait pour le spatial, est-ce que je peux faire du spatial chez toi? Il m'a dit non Guillaume, je viens de recruter, je suis désolé. Bon, pas très grave. Et 2 jours après il me rappelle et il me dit au fait j'ai le poste de directeur général du Salon du Bourget qui se libère, est-ce que ça t'intéresse? T'es sûr que tu voulais des fusées ou des avions, ça tirait quand même? Ça, je pense que ça restera parmi les moments, là pareil, comme de s'asseoir dans le migaté au Salon du Bourget, c'est le genre de choses qu'on n'oublie pas. Donc je pense que ça restera gravé. Et j'avais eu pour préoccupation, j'étais loin, j'étais dans le sud-ouest, donc c'était au téléphone que ça se passe. Et ma première préoccupation, c'est surtout ne pas paraître. Faut que je garde. Faut pas qu'ils voient que je suis. Voilà, c'est ça. Faut pas qu'ils voient que je suis potentiellement en train de sauter de joie. Faut pas qu'ils entendent mon sourire au téléphone. D'autant que c'était pas fait. En fait, il me proposait de concourir au poste et j'avais un vrai processus de recrutement à faire. Mais voilà comment c'est arrivé, de manière complètement inespérée et inattendue. J'aurais eu connaissance du poste, évidemment. Tout de suite, cliquer. J'aurais évidemment postulé. Ok. Donc c'est sympa quand même. Là, on t'appelle, un peu comme si tu posais ton CV à un endroit, et finalement, pour un poste, et on te rappelle pour complètement autre chose qui, encore une fois, tu l'aurais même pas imaginé en fait. Absolument. Et un peu comme le début de. Inespéré, t'imaginais pas pilote de chasse, t'imaginais pas directeur du Salon du Bourget, et tu te retrouves à faire les deux. Absolument. C'est incroyable. Pas mal. C'est incroyable. Est-ce que tu peux nous parler maintenant du coup de ton rôle en tant que directeur général? Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont tes fonctions dans toute l'organisation? Mon rôle, c'est d'organiser tous les 2 ans les années impaires pour le compte du GIFAS, donc le groupement des industries françaises de l'aéronautique et du spatial. J'en dirais peut-être un petit mot quand même que nos auditeurs comprennent comment un peu ça s'articule. Donc pour le compte du GIFAS, le Salon international de l'aéronautique et de l'espace. Voilà, c'est ça mon rôle. Donc pour ça, moi je suis un salarié de ce groupement, donc il y a un syndicat professionnel qui regroupe environ 500 membres, 500 sociétés de l'aéronautique et du spatial français. Donc ces gens-là, ces sociétés-là adhèrent au GIFAS, qui leur fournit un certain nombre de services. Donc moi je suis et donc le GIFAS a une grosse quarantaine de salariés grosso modo, donc moi je suis un de ces salariés-là. Et donc je suis directeur général d'une filiale qui s'appelle l'ASIAE, Magie, comme Salon international de l'aéronautique et de l'espace. Donc cette filiale est une société à conseil d'administration, dont je suis le directeur général, le CEO. Donc pour ça j'ai un certain nombre de salariés, d'employés qui travaillent pour moi et avec moi pour organiser ce salon en année impaire. D'accord, ok. Et dans le process, vu que tu es à la tête, on va dire, du salon, tu as un process créatif derrière où tu t'engages, tu prends les rênes, tu pitches des idées, où ça vient quand même aussi du GIFAS qui t'impose, on va dire, entre guillemets, la ligne directrice et à toi de la faire exécuter. Alors, moi je suis CEO, donc je suis exécutif, au DG je suis exécutif, effectivement, tu as assez raison, enfin j'ai quand même une large liberté de manœuvre, mais typiquement... quand on fait des choix ou quand on présente des options qui sont assez lourdes, évidemment on les fait adopter par notre conseil d'administration. Donc d'abord celui de la SIAE et puis le bureau du GIFAS.
Donc ils se réunissent régulièrement et qui ont fait valider, on fait valider des options dont on pourra parler après, par exemple telles que celle du Paris Space Hub cette année, là, qui est une nouveauté. Je l'ai fait valider. Voilà, je suis allé chercher un go du conseil d'administration là-dessus. Maintenant il y a plein de choses et on parlera des nouveautés sans doute. Et il y a plein de choses que nous faisons et pour lesquelles on a tout à fait une forme d'autonomie. C'était la question qui suivait. Justement, quels sont les changements et les nouveautés qui vont figurer dans le format du salon de cette année 2025. Pour rappel, je le dis comme ça, mais le salon, donc, c'est le 55e cette année. Oui. C'est du 16 au 22 juin. Absolument. Donc sur l'aéroport de Paris-Bourget. Oui. On a l'affiche derrière toi en plus depuis tout à l'heure pour ceux qui ont été attentifs. L'affiche grand public. Voilà typiquement un produit aussi que je fais valider parce que c'est quand même des choses qui sont assez sensibles, qui sont surtout ce qu'on appelle les culs de bus. Vous voyez absolument partout. Donc il faut quand même que cette affiche représente ce que souhaite l'industrie française. Et c'est là où un petit peu aussi, d'ailleurs, je répondrai à ta question juste après, Alexandre. Elle ne me dérange pas du tout, mais il y a des points quand même qui sont importants à évoquer avant de parler des nouveautés. C'est qu'on fait un salon international pour le compte d'un groupement français. Et donc ça nous place des fois sur une petite ligne de crête, parce que il faut qu'on honore les demandes de Boeing, de Lockheed Martin, donc de concurrents directs des adhérents du GIFAS. Mais bon, tout le monde y trouve son compte, il n'y a pas d'inquiétude. C'est en bonne intelligence. Il n'y a pas d'inquiétude là-dessus, effectivement. Voilà. Mais à l'heure actuelle, on a un peu plus de 50% de nos exposants sur le salon, donc de notre chiffre d'affaires également, qui est réalisé par l'international. Okay. Voilà. Ça, c'était un premier point que je voulais vous indiquer. Et puis quand même, je veux parler de mes équipes. Parce que c'est bien, je me suis largement épanché sur mon cursus, mais le salon il se fait pas tout seul, et c'est pas Guillaume Bordelot qui le fait. Ce sont des équipes sur lesquelles on se repose derrière, et ça marche sur une toute petite équipe en fait, d'une quinzaine de permanents. D'accord. Voilà, donc qu'on renforce. Donc ça, ces permanents-là, direction technique, une direction marketing, une direction commerciale, une direction administrative et financière. Et j'espère que je n'en oublie aussi une direction logistique, sûreté, sécurité. Donc vraiment l'ensemble du périmètre fonctionnel. Notez qu'il en manque un, les vols, qui lui n'est pas permanent et qui vient plus tard. Et donc on renforce avec du CDD, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc c'est grosso modo c'est une grosse quinzaine de têtes pensantes, qui conçoivent, qui contractualisent et qui font marcher derrière du Presta, du CDD, de l'AMO, l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et on double, triple, quadruple les effectifs à l'approche du salon. Donc là, tu es en train de dire que tout le salon, c'est combien d'exposants? C'est plus de... C'est 2500 exposants. 2500 exposants. Allez, c'est 15 personnes, au jour le jour, pour la salon, c'est pour 15 la conception, personnes. pour la conception initiale. Pour la conception initiale, c'est 15 personnes. Ouais. Je ne serais pas honnête et fair, et on en parlera peut-être, je pense que c'est des choses intéressantes, sans, une fois de plus, avec toute l'humilité, mais qui sont une spécificité du Salon du Bourget et qui font qu'à mon sens, on est le salon numéro 1 au monde. C'est qu'on s'appuie sur le GIFAS, pour qui change complètement de mission, là, ça y est, depuis maintenant presque, je dirais, un mois et demi, monopolise complètement ses effectifs, sa quarantaine d'effectifs, plus lui aussi avec du renfort complètement sur le salon du Bourget. Là, c'est une grosse aide, en plus de leur gars et toutes leurs compétences, parce qu'eux font de l'événementiel en dehors du salon du Bourget aussi. Ils organisent beaucoup de choses, donc là, ça va. Vous avez des gens capés qui vous aident. Exactement. Bon endroit, donc ça, c'est super important. Et je serais encore pas faire si je ne le disais pas, mais je pense qu'il faudra qu'on en parle un peu plus en détail plus tard. C'est une équipe France en fait qui bosse. Voilà. C'est pas le GIFAS et la SIAE. C'est la préfecture de police de Paris pour tout ce qui est sûreté et sécurité. C'est une cinquantaine de directions de l'État. Okay. La direction des aéroports, la direction du renseignement, tout ce qui est volet secours, le SAMU, j'en passe, c'est des meilleurs. 50 directions, c'est énorme. Ouais. Public, où les collectivités territoriales, les mairies, les polices municipales, qui bossent pour nous, avec nous, pour faire en sorte que ce salon ait lieu. Voilà. Ouais, et donc, il faut le savoir. Il faut le savoir, parce que sans ces gens-là, on peut pas réaliser notre salon comme il est actuellement. Voilà.
J'aimerais pas avoir ta boîte mail. Toutes les personnes que tu viens de nous citer, je pense qu'en termes d'échange, de nombre de personnes à contacter, c'est alors assez vertigineux. Ouais. Alors, mais d'un autre côté, c'est extrêmement. Et une fois de plus, il y a plein de choses qui sont pas pilotées par moi. Ouais. T'arrives à déléguer, c'est tout Ouais, propre, c'est et d'arriver mais- les 15 et- personnes à te reposer Absolument, dessus. et mes 15 personnes, et puis des choses qui sont déléguées à l'État, hein, comme pour les Jeux Olympiques. Hein. On est un mini, on est un décret grand événement. Ouais. Comme les Jeux Olympiques, on subit les mêmes, on bénéficie des mêmes réglementations. Et typiquement, le préfet aux aéroports et le préfet de police portent un nombre de groupes de travail phénoménaux qu'ils animent eux-mêmes. Et c'est la préfecture qui bosse avec ses salariés, ses collaborateurs. Et je vous dis, j'en oublie, c'est terrible, ils vont me haïr. Il y a tous ce que j'appelle entre nous, peut-être qu'ils nous écoutent d'ailleurs, les copropriétaires. Donc, Aéroport de Paris, évidemment, l'aéroport du Bourget, c'est un acteur absolument essentiel. Le musée de l'air et de l'espace. Vie Paris qui est l'organisateur des salons et donc qui est gestionnaire du parc des expositions. Donc voilà, c'est vraiment des gros. Il y a tout un écosystème. Qui travaille avec nous pour que ce salon ait lieu, quoi. Et encore une fois, vous apportez un peu la touche aéro et spécificité salon, mais c'est vrai que en fait, il y a toutes ces personnes qui font ça toute l'année, des salons, d'autres salons par les expositions, il y en a plein. Absolument. Et vous aidez aussi là-dessus. Ouais, c'est vrai que absolument. en termes de l'événementiel, c'est vrai que c'est comme ça qu'à 15, on arrive à monter un truc énorme. Ouais. En s'appuyant, on a cherché compétences où il faut. Quoi. Ouais, donc j'en ai oublié ta question, Alexandre. Mais peut-être. Ouais, alors voilà. Allez, on commence à rentrer dans le. Non, mais parce que je l'évoque parce que je pense que les dessous du salon sont presque aussi fascinants que le contenu. Là. C'est impressionnant à voir. Et on avait d'ailleurs parlé beaucoup avec ton prédécesseur. D'accord, on n'a pas mentionné l'émission depuis le début. Non, mais justement, on avait pu en parler beaucoup avec ton prédécesseur il y a à peu près un an avec Gilles Fournier. Donc, si vous voulez voir sur YouTube les visions, avec plaisir. Avec plaisir. Vous verrez que, il y a vraiment de la continuité en fait. Vraiment, parce que de toute façon, c'est 115 ans d'histoire, ce salon 1, donc. Ça aussi, je sais pas si Gilles l'avait dit. Je ne veux pas répéter. Je vais répondre à tes questions. Non, mais c'est très bien. Mais on est là, on discute tranquillement. Donc c'est au contraire, c'est bien si ça se recoupe. Et la transition entre vous deux, elle s'est faite naturellement. S'il y avait beaucoup une phase peut-être d'apprentissage au début, de transmission. Ouais, excellente question. Écoute, je sais pas si Gilles nous regarde, que j'ai revu pour la petite histoire par accident le week-end dernier. Comme quoi, la vie est faite d'opportunités et d'accidents, là pour la peine positif. Il nous a dit qu'il serait plus à Paris, qu'il allait vraiment s'éloigner un petit peu de tout le tumulte. Je ne l'ai pas vu à Paris. Ah voilà, c'est ça. Et je l'ai vu pas loin de son domicile, pour te dire, et je ne l'ai pas le chercher. Hein. Et donc c'est vraiment, une fois de plus, du hasard, c'est incroyable. Écoute, non, c'est un tuilage qui s'est fait de manière... moi j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce gars, hein, qui incarne un vrai leadership, qui a eu vraiment à cœur de faire un passage de témoin vraiment complet. Il m'a confié les commandes en toute transparence, en me disant bien... j'ai eu un super bel avion. Il m'a donné un avion qui volait bien en ligne de vol et tout, qui était OPA. Il y avait zéro souci. Mais qui pouvait aussi me donner les petits trucs de l'aéronef qui font que parfois il peut nous jouer des tours. Donc on a eu un passage de témoin absolument remarquable avec Gilles. Pendant quelques mois, ça a été assez court après tout. Je suis arrivé en décembre et j'ai pris les commandes officiellement au 1er février de mémoire. Donc voilà, c'était trop. Tu avais quand même vécu du coup, vous n'avez pas vécu un tuilage de salon. Vous avez juste vécu un tuilage d'orga, vraiment comme dans n'importe quelle boîte où quelqu'un arrive 3 mois après, l'autre personne est partie. Il n'y a pas eu ce moment de vivre un salon à ses côtés pour s'imprégner. C'est un beau challenge quand même. Du coup. Ouais, mais de manière assez intéressante. Ce que j'ai détaillé avant, c'est-à-dire mon passé militaire reste une super préparation. Okay. Et t'es rodé à ce genre, t'es pas tombé des nues en voyant ce genre d'orgas, c'est des choses que t'avais fait toute ta vie en fait. Ouais, un petit peu. C'est à mi-chemin. Moi, dans la caricature, je dis que c'est à mi-chemin entre mes équipes, c'est à mi-chemin et mon rôle, c'est à mi-chemin entre un rôle de commandant d'escadron de chasse et de commandant de base aérienne. Voilà. Pratique. Non mais c'est vraiment le cas. C'est archi opérationnel. C'est la résolution de problèmes. Donc ça c'est plutôt le côté escadron de chasse. Voilà. Et puis c'est une petite meute.
toutes tournées vers l'objectif. Ils sont, j'ai pas besoin de, enfin voilà, ils sont tous, j'ai pas besoin de leur dire, de leur donner de leur sens de la mission. Voilà, c'est le salon et tous tournés vers ça. Escadron de chasse, c'est un peu pareil. Hein. Ouais. Et le côté commandant de base, c'est plus, on va dire, les relations institutionnelles, les relations avec l'État, avec les ministères, les mairies, les collectivités territoriales, les préfets. Et ça, on est rodé à ça quand on est commandant de base aérienne. Donc voilà, c'est une super préparation pour ce boulot. Et je vais répondre à la question d'Alexandre à la fin, c'est promis. Les nouveautés. En parlant de transmission, on a la photo génial, tu l'as sorti, super. De votre passation génial. entre Gilles et toi. Moment magique. Un beau vol. Moment magique. TV, pas que entre Gilles et moi, hein, il faut rendre aussi. Tu as raison. Tu allais peut-être le dire. Également entre Stéphane Pichenet et Julien Savardel, donc entre les deux directeurs des vols. Donc moi j'étais avec Julien et Gilles avec Stéphane et on s'est fait une petite basic fighting maneuver. J'ai dû mettre un moment quelques photos sur LinkedIn quand même. Voilà, non mais on peut pas résister à ces trucs-là. Qui a gagné, c'est ça la question. On peut pas. À ton avis. Ça c'est fait. Et ça c'est fait, mais bon voilà. Hein, et qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, tout ça, ça se passe sur la Côte d'Argent, là, dans le sud-ouest. Il fait un temps magnifique et voilà, superbe passation témoin. Et je remercie, c'est Stéphane Pichenet hein, qui était et Julien qui était à l'initiative de ce vol un peu symbolique de passage des témoins. Et ouais, super mémoire. Bon, les nouveautés, tu veux y aller ? On va y arriver. Mais c'est bien, on divague, on parle de plein de choses. J'espère. Dans le chat d'ailleurs, on n'a pas relancé, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y aura Alexandre encore quelques. Bon, on va arriver à la question des nouveautés, mais n'hésitez pas si vous voulez nous refaire divaguer sur d'autres sujets, ce sera avec plaisir. Allez, on attaque les nouveautés. Alors, je peux pas. Alors, je ne spoilerai pas la conférence de presse du 5 juin. Voilà, mais bon, il y a quand même quelques éléments que je peux vous donner. Moi, la première de mes grosses nouveautés, je l'ai déjà un petit peu mentionné, c'est ce qu'on appelle le Paris Space Hub maintenant, qui à l'époque nous s'appelait rien, un pavillon spatial ou voilà. Pourquoi faire un hall espace? C'est quelque chose qui n'existait pas au Salon du Bourget jusqu'à présent. Vous avez sans doute noté qu'il y avait peut-être en 2023 quelque chose qui s'appelait un pavillon espace, mais en fait qui était le pavillon de deux agences spatiales, l'ESA, donc l'European Space Agency, et le CNES, donc le Centre National d'Études Spatiales, donc l'agence française et l'agence européenne. Fort de mes 2 dernières années au commandement de l'espace, là, dans les opérations spatiales militaires, j'ai pu voir la disruption du milieu, ce qui s'y passe, les gros mouvements qui sont en train de s'y passer, militaires, mais également du coup tout ce qui se transforme et également économique. Donc ça m'a un peu interpellé. C'est un premier point, donc un enjeu de rendre compte de la transformation du milieu. Et le deuxième, c'était, je tenais à ce que le SIAE garde son E majuscule. Voilà, que ce ne soit pas qu'un A et un E minuscule. Il y a 8 à 10% des exposants qui étaient disséminés sur le salon, qui font du spatial, des fois aéro et spatial, mais aussi pur spatial. Et voilà, on s'est vite mis d'accord avec le GIFAS sur le fait qu'il fallait qu'il y ait un lieu fédérateur, donc le Paris Space Hub, qui rassemble les agences, CNES-ESA, qu'on retrouvera évidemment en 2025, mais également l'industrie. D'accord. Voilà. Donc, c'est vraiment en plus le nombre d'acteurs aéronautiques qui font, en tout cas qui dans leur groupe ont aussi des activités spatiales, c'est énorme. Enfin, on pense à Airbus, on pense à Boeing, absolument. Voilà, Safran Ariane. Enfin, c'est intéressant du coup de les mettre un peu tous autour du même endroit et de montrer ce lien avec l'aéronautique. Absolument. Ouais, les gros et des petits aussi, et les petits qui seront là également. Et à noter que le GIFAS, donc, qui est traditionnellement présent dans le hall 2, hein, avec un stand où il héberge beaucoup d'indirects, ce qu'on appelle les exposants indirects, c'est-à-dire beaucoup de PME, de petites entreprises et des startups, se dédouble et sera présent au Paris Space Hub. Ok. Voilà. Et à la façon de ce qu'on fait dans le Paris Air Lab, dont on pourra peut-être parler après, il y aura également un espace de conférence pour de la prise de parole et un espace de démonstration où on montre ce qui se passe dans le spatial, où on passe et la filière passe ses messages. Voilà, donc ça va être intéressant.
Deux fois plus de petites conférences, de petites interventions à suivre, du coup, entre les deux. Deux fois c'est- plus de choses à gérer en planning. Ah, voilà. 2 fois plus de visites de délégation officielles. Évidemment. C'est vraiment de nos faire-valoir, hein. On fait passer 300 délégations officielles. Et c'est pas quand je vous parle des délégations officielles plutôt militaires, allez, on va dire à 80%, je pense. Mais là, on parle de chef d'état-major ou de ministre, hein. Et donc ça, c'est un vrai faire-valoir. Et donc, il y aura sur ce pavillon, sur ce Paris Space Hub, une vingtaine de Space Commanders qui vont passer, donc de tous les pays alliés. Et on s'attend déjà à une visite d'au moins une quinzaine de patrons d'agence. Et les invitations viennent juste de partir. Ok, d'accord. Donc, ça va être the point focal, un des points focaux et une des belles nouveautés. Et je ne vous montrerai pas la devanture, mais en plus, on a choisi un truc qui va être, vous ne le raterez pas. Ok, Voilà. sympa. Et donc, on prend 2500 mètres carrés. On a grappillé. Pardon, j'ai cogné le micro. Merci, merci Antoine. On a grappillé tous les mètres carrés disponibles là où était avant le CNES et l'ESA pour aller chercher et on a poussé plein de trucs. Le centre presse, enfin on a poussé les murs pour essayer de récupérer le plus de mètres carrés possible pour essayer de mettre le plus d'exposants. Voilà. Donc on a une soixantaine d'exposants dans ce hall. Donc voilà, ça sera vraiment une des belles nouveautés de 2025. Voilà. Et c'est d'ailleurs très bien. On en parlait tout à l'heure de l'affiche derrière toi. C'est d'ailleurs très bien mis en valeur sur l'affiche, Oui. justement. Oui. On peut pas le rater. Hein. Il y a un peu de cohérence dans tout ça quand même. Quand on affiche toutes les affiches des différents Bourget, c'est vrai que là, un des premiers points, c'est quand même ça. C'est cette composante spatiale sur l'affiche. Ouais. Bon, tu noteras qu'il y a quand même quelques avions. Bien sûr, non, mais effectivement, il y a le lien entre les deux. On voulait mettre effectivement l'espace également à l'honneur. Autre nouveauté, alors des choses qui seront un peu plus discrètes, mais qui comptent. Donc ça, je veux dire, c'est vraiment le truc visible. Okay. Après, on pourra peut-être parler un petit peu d'aéronef, parce que c'est quand même ça un peu le cœur du sujet aussi. Donc vous aurez peut-être le petit plateau aérien. On vous donnera 2-3 trucs. On a complètement digitalisé les catalogues. Donc ça va permettre. Avant, il y avait 2500 exposants qui étaient dans ce qu'on appelle une bible. Donc, il servait sans doute à caler des armoires une fois que le salon était terminé ou être un objet dans une vitrine. Donc là, on le digitalise complètement. Donc, ça va permettre un parcours sur le salon beaucoup plus flexible et beaucoup mieux guidé. Donc ça va être une vraie plus-value pour nos visiteurs. Ils seront également thématiques, ces salons. On veut structurer la com du salon, faire en sorte que ce soit pas qu'une immense, si je suis péjoratif, foire ou agora, on veut essayer de davantage canaliser nos axes de communication. Évidemment, la décarbo, c'est un sujet, donc ce qu'on appelle les mobilités aériennes durables. La défense, avec ce qui se passe en termes de géopolitique autour de nous, vous suivez l'actualité comme moi. Les drones, vous savez également pourquoi. Le numérique, IA, cyber, quantique. Je suis en train d'en oublier, c'est terrible, j'en ai 6, c'est pas grave. Les pionniers sur tout ce qui est innovation. Et évidemment, ça y est, le 6e, je l'ai, c'est le premier que je vous ai donné avant, c'est le spatial. Voilà. Donc structurer la com à travers ces catalogues digitaux. Des choses qui seront pareilles, peut-être anodines pour vous, mais on a digitalisé tous les passes, donc les badges sont complètement digitalisés. C'est pas si anodin que ça. On se doute qu'en termes d'orgas, c'est quand même ce qui fait venir tout le monde. Le matin, ça va peut-être faire gagner beaucoup de temps. Et on continue à suer à grosses gouttes dessus pour la petite histoire, parce que c'est quand même, ça bouleverse pas mal de process. Mais bon, c'est transparent pour le. Je l'espère en tout cas pour le client. On publiera pendant les journées professionnelles une newsletter, un daily qui relatera l'actualité du salon. Donc ça c'est nouveau aussi. Donc tous les jours, les gens qui auront des badges pro, les exposants et les prestataires auront cette newsletter qui tombera dans la boîte mail. Donc on est toujours sur les nouveautés. Après il y a la routine, il y a ce qu'on reconduit, et dans la nouveauté on va conduire une grosse opération femmes de l'aéro et du spatial. Super. Women in Aerospace. Elle n'est pas que française, elle vise à être international salon. Et vous devinez évidemment pourquoi. 50% de la workforce, on ne peut pas s'en affranchir. Il y a plein de talents, on a besoin de diversité pour faire marcher les cerveaux et avoir des résultats. Et on a encore trop peu
de femmes et même de jeunes femmes dans notre filière, même si la tendance s'améliore. On veut continuer à mettre la pression et le faire savoir. Enfin, la pression, c'est pas par la pression, mais faire savoir et justement briser ces limites qu'on peut s'auto-imposer, quoi. Puis c'est une belle vitrine justement pour se dire tiens, on arrive, on voit des super avions voler, et là ça va être l'occasion pour beaucoup peut-être de jeunes filles, de jeunes Absolument. femmes qui sont dans des carrières, que ce soit ingénieurs en lycée ou n'importe, de se dire ah ouais non mais en fait je me l'étais pas autorisé, j'y avais pas pensé. Comme ça a fait le joint avec ce que tu disais au début sur on pense pas forcément à plein de choses, et une fois qu'on est là et qu'on a des moyens de se faire de voir des choses qui nous font rêver et qu'on voit d'autres cursus, on se dit que c'est possible et on y va. Donc c'est très très belle vitrine, très belle occasion. Ouais. Donc voilà pour les nouveautés. Donc ça s'est passé comment? Il y a eu un gros brainstorming. Vous là les 15 après le salon, vous posez le dernier salon, vous posez, vous dites, vous notez tout, et puis vous dites ça ça non, ça faut creuser. Okay. Ça c'est pareil, c'est très militaire en fait après tout. Okay. Donc tu fais le salon s'arrête pas le 22 juin. Il y a après la montée de l'Himalaya, c'est dans la descente qu'on meurt. Donc il faut le descendre. Donc ça c'est pareil, c'est complètement transparent pour vous, mais il y a tout ce qui est démontage de ce salon qui est juste énorme. Démontage des chalets, démontage des halls, enfin voilà, faut plier tout ça et il faut le plier dans l'ordre et sans accident. Donc ça c'est un énorme sujet. Nous il y a tirer toutes les stats, tirer les bilans, les communiquer. Et après ça, le rétex, le retour d'expérience. Voilà, qu'est-ce qui a marché. Donc évidemment, on fait un bilan exposant un questionnaire. On pose des questionnaires de satisfaction à nos différentes cibles. Tout ça, c'est mesuré. On tire le rétex. Quand ça c'est fait, je pense qu'on se repose un peu quand même. On souffle un petit coup. Faut laisser les idées un peu se poser. Ouais, voilà, faut laisser décanter le truc. Faire mûrir. Et on rattaque en septembre. Et en fait, on a une fenêtre pour shaper le futur salon, enfin pour le prévoir, et comment dire, le modifier ou lui mettre des petits coups de barre, qui est hyper courte en fait, qui est de 6 mois. Ah ouais, okay. Et en mars d'après, on réattaque la commercialisation du salon d'après. Donc évidemment, on peut mettre des petites opérations, féminisons, le Women in Aerospace, c'est quelque chose qu'on a décidé peut-être un peu plus tard parce que ça engage pas, c'est un projet. Mais le Paris Space Hub, ça se décide pas dans l'année, c'est déjà quasiment trop tard. Faut que la plaquette soit prête au plus tôt pour aller voir les industriels, les différentes agences. Exactement, t'as tout compris. Ouais. Vous avez tout compris. Voilà, il y a tout ce qu'on publie comme doc auparavant, etc. Ouais. Donc c'est un gros bateau, un gros avion à piloter et ça se manœuvre doucement. Voilà, même si les équipes à l'intérieur sont hyper agiles. Voilà. Donc de la planification et puis après de l'exécution et on repart sur cette boucle-là. Ok. Voilà. Et voilà, côté nouveauté aéronef, parce que je vois Alexandre qui trépigne, qui est en train de... J'ai posé plein de questions pour qu'il le faire encore plus. Non, j'ai très hâte de savoir aussi. En fait, il n'y a pas... Alors, on risque un peu de décevoir quand même, parce qu'il faut... il y a plein de choses, il y a plein de choses qu'on s'interdit sur le salon, en particulier vis-à-vis de la situation géopolitique qui vous échappe pas. Voilà. Donc les matériels de guerre chinois, il y en a pas. Les matériels de guerre russes, il y en a pas. Et voilà. Donc on se limite à du matériel plutôt occidental ou autant. Et donc les avions, les programmes s'effectuent sur un certain temps. Donc il n'y a pas de super scoop type un nouvel A380. En tout cas pas que je sache. Et les industriels aussi gardent leurs secrets. Donc je vous livre ce que je... T'auras le droit ton petit une partie de ce que je sais. Des stands. Très clairement, Okay. très clairement, c'est sûr et certain. Et des annonces très clairement. Bon, maintenant ce qui est parqué sur mon statique, je le sais à peu près. Je le sais à peu près, j'y travaille. Il n'y a pas plus ou moins 10 mètres d'envergure, j'imagine. Voilà, c'est ça. Vaut mieux l'avoir anticipé. Dans les choses qu'on aura peu vues au salon, on va voir quoi ? On va voir. Je réfléchis à ce que je vous dis, en fait. Je le sais, hein, mais je demande ce que je vais lâcher ou pas. C'est vraiment ce qui te fait envie, hein, Non, mais je vais vous le dire, sachant que ça peut... il peut y avoir, je vous le dis, mais il peut tout à fait y avoir des désistements ou des changements de dernière minute. Voilà, très clairement. Donc ce n'est pas défini. Ce n'est pas encore complètement défini. Mais dans les petites... ça donne des tendances. Dans les petites goodies, on espère avoir le racer d'Airbus. Ah, ok. Voilà, on l'a pas vu souvent au Bourget, je pense. Donc hélicoptère de dernière génération, ouais. plutôt véloce, ouais. voilà, donc agile,
Donc il a déjà volé évidemment, c'est un proto, il est passé à Toulouse pour la journée Airbus, mais voilà, on le verra pour la première fois. On le verra probablement pour la première fois au Salon du Bourget. Les vols, il n'y a pas tant de temps que ça d'ailleurs. On en avait parlé en vue de Il y a presse. une année, je crois. Ouais, même pas. Ouais, peut-être. Ouais. Ouais. C'est bon. Sympa, beau proto. En statique, on va voir un avion qui s'appelle le Global Eye. Ok. Vous connaissez? Ouais. Moi, je connais pas. Ah, vas-y Alexandre. Donc, vas-y. C'est Global Eye, c'est avion militaire un peu avec électronique. Ouais, c'est ça. Ok. Enfin, c'est un avion de surveillance aérienne, un peu AWACS, ce qu'on appelle Ok. les AWACS, sur base de bombardiers en plateforme, radar Saab. Ok, oui, c'est ça. Ok. Et voilà, donc. Et qui Je aurait- vois, c'est celui avec le fameux radar. le Voilà, radar qui est exactement. ok. Voilà, Tu peux- bravo. Attends, je peux même mettre la petite image. Ah, ok. Avec une cocarde Emirati, si tout Ça va va. bien. Voilà, on va avoir du taxi volant normalement volé, potentiellement. Voilà, c'est encore, il faut encore que on valide leur présentation en vol. Sans doute des protos d'ATR. Ok. Ok. Voilà, des petites choses comme Très, ça. Très sympa. Voilà. Ok. On nous demande, alors tu n'auras peut-être pas l'info, hein, mais c'est juste pour conclure justement sur cette partie, est-ce qu'il y aura du Mirage 2000? Mirage 2000. Non, il n'y C'est aura pas forcément pas. l'avion, Il y a central plus du de Mirage. Bourget, Il y a plus de il y en Mirage. avait un il y a 2 ans, mais, Autant. de la Attends. Oui, peut-être. Enfin, en vol, pas Non, que je sache. j'imagine. En statique, je crois pas. Je crois pas qu'il y ait un banc d'essai déjà. Je ne le sais. Pour l'instant, je ne le sais pas. Ok. Voilà. C'est répondu. Mais J'ai je mis le un crois petit Global Eye par contre en attendant du coup. Bien pour ceux joué. qui voulaient. Bien joué, bien joué. Rapide, c'est On se- Voilà, ça débrouille. sera une des attractions. Ok. Une des attractions. Super C'est sympa. vrai que ça va être sympa à voir. C'est ouais. un peu perturbant, j'imagine, à voir quand on est au pied, mais ouais, j'ai hâte de voir. T'en parles du coup juste avant des programmes de vol, ça se Ouais. gère en binôme donc avec le directeur des vols qui Absolument. est alors ingénieur ou pilote de la DGA? Ouais, enfin les deux. Les deux. Bon Julien, un ancien pilote de l'armée de l'air, Exactement. pilote Ok. d'essai, qui a basculé pilote d'essai au centre d'essai Aussi, en oui, vol ok. d'Istres. Ouais. Et donc c'est un binôme qui se gère pour valider, donc il y a des validations de démonstration à faire, c'est ça? Absolument. Et après ça organise tout derrière sur les journées, quand il y aura des démonstrations sur les journées pro comme les journées publiques. Absolument. Alors, process, en toute transparence, le process, je le connais même pas et c'est compliqué. Hein. Enfin, voilà, il faut Ça a déjà été fournir. amorcé ou Bien là sûr. vous êtes vraiment au début entre guillemets parce que les démos peuvent être que Ah tardives. non. il faut que ça aille sur Enfin, place. l'amorçage, il commence, si tu veux, pour vous donner un ordre d'idée, à l'automne dernier, avant même, enfin dès septembre, hein, je crois, peut-être même avant, je fais une somme incroyable de courriers à tous les chefs d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace de l'Europe pour leur dire venez avec vos F-16, avec vos F-18, avec ce que vous avez, quoi. Donc voilà, si tu veux, la planification, elle s'amorce encore probablement encore avant ça. Voilà. Mais ça n'est qu'un exemple pour te dire quand est-ce que les demandes commencent. Après, c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être moins, mais qui travaille dans l'ombre et dont j'ai parlé un petit peu avant, le bureau présentation des vols. Donc c'est Arnaud Lerude qui lui va gérer tout ça, va gérer tout ce qui est demande aéronef. Et après, c'est Julien qui va mettre, donc Julien Savardel, le directeur des vols, qui va mettre ça en musique. Ok. Derrière. Donc sur tout ce qui est briefing équipage, le séquençage des vols, les volumes associés, etc. Voilà. Julien est davantage dans l'exécution et le bureau présentation des vols davantage dans ce qui se passe au sol, parce qu'il y a beaucoup de choses en termes de statique et de déplacement d'aéronefs et de choses comme ça qui se passent au sol. C'est un gros puzzle. C'est vraiment immense. faut mettre la pièce au bon endroit. Il faut pas mettre Exactement. une avant, sinon ça rentre plus. Et là, on travaille avec une boîte qui fait du handling, qui s'appelle GEH pour la petite histoire. Et eux, ils viennent vivre la chasse sur le salon du Bourget, au sens, ils sont habitués à parquer leur 350, leur 320, il y a toutes les normes qui vont bien à Roissy ou à Orly ou ailleurs. Et là, on vient leur dire de pousser des avions et les mettre à quelques centimètres pour certains les uns des autres. Enfin voilà, donc c'est assez chaud. Le Toujours statique, des c'est sueurs froides au moment de faire ça. le statique, voilà, et puis avec des mouvements d'avion, hein, parce qu'il y a des avions qui partent pendant la semaine, d'autres qui arrivent, et tu as tendu un peu la perche, Alexandre. Donc quand le jeudi soir en particulier, il y a une vingtaine d'aéronefs qui quittent le salon, on fait venir du Warbirds et pour se transformer sur la journée grand public où là c'est la fête aérienne et donc on est moins sur la techno, sur l'innov et on vient voir des belles machines, du vintage volé, du neuf aussi accessoirement, mais aussi de l'ancien volé pendant les Un pendant panel les un journées petit peu grand plus public. large pour le grand Exactement. public et faire plus encore Exactement. plus rêver.
Et du coup, plus de logistique. Ça fait des départs, des arrivées, et faut pas qu'il y ait de personnes qui restent dans les allées. Enfin voilà. Très clair, très clairement. Bon, mais pour ça, une fois plus, il y a toute une organisation qui est derrière, par l'organisateur et par l'État. Hein. Il y a la DGAC qui est dessus, il y a la DSAC, enfin voilà, tout le monde pour faire voler du proto. Enfin voilà. C'est Ok, une grosse organisation. On commence à voir un peu à quoi ça ressemble cette grosse machine. On a déjà, dis donc, 21h30, Alexandre. Ouais. J'espère J'ai que trop t'as- parlé. t'as encore quelques Non, questions. pas Non, du mais Encore une question, non mais une question rapide. T'as pu voir Tom Cruise donc Aéro Club de France il y a quelques mois. Oui. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir Tom Cruise débarquer au Bourget, que ça soit en parachute, en P51 ou sur le côté d'un A400M? ah, tu y tenais à cette question, je le Ah sens. Elle te brûlait là. Bah, et venez voir. C'est bon, il n'y avait Allez. pas besoin de donner plus. Question innovation. Est-ce que dans la gestion du salon, vous innovez aussi dans les technos utilisés, typiquement dans l'intelligence artificielle? Des Of choses comme course, ça bien sûr, mon ami. Ouais. Il a dit tout à l'heure qu'ils étaient agiles. Moi, ouais. Et puis, non, oui, absolument. Bah, en particulier, sur tout ce qui est système d'information à la maison. On utilise effectivement l'IA, de nouveaux softwares, et on est à fond dessus. Ok, d'accord. Très clairement. Sur tout ce qui est gestion de projet aussi, hein, management de projet, donc il faut utiliser des outils informatiques qui soient au top. Au niveau des difficultés, vous avez rencontré beaucoup de difficultés là jusqu'à présent sur l'orga ou ça roule plutôt bien? Je me repose sur une équipe qui a en moyenne, j'ai perdu mes stats, mais je pense 45 ans d'âge. Ok. Donc, Je dois être en dessous de la vérité. Ouais, et des directeurs qui ont 15 ans, 20 ans d'expérience. Donc, et c'est pas de trop. Mais par contre, c'est un confort. Ok, super. Ouais, Et- pour le management, Ouais. j'imagine, tu Mais- arrives à te reposer sans problème sur eux. Absolument. Et voilà. Et donc, c'est un plaisir et un bonheur, quoi. Vraiment. D'un point de vue vraiment environnement global des salons aéronautiques, comment tu gères la concurrence avec d'autres salons, comme Ouais. typiquement ILA en Allemagne ou Farnborough? Ouais. Je la gère pas. Je la gère pas. On se respecte, on s'invite mutuellement, on partage nos bonnes pratiques, on s'observe. Ok. Chacun à sa place. Et Chacun voilà, à sa c'est- place. Vous observez quand même s'il y a des innovations qui plaisent Of pour les course. récupérer? Bien sûr, Ouais. bien sûr. Et puis on vient faire nos courses chez les salons des uns et des autres. Enfin là, un certain nombre de nos je les appellerai pas nos concurrents parce que je les vois vraiment pas comme une concurrence, mais voilà, enfin nos Autre organisateur de salon. Aide-moi, merci. Des autres organisateurs de salons ont des chalets chez nous, Oui. ont des stands chez nous Ouais. et viennent commercialiser leur salon chez nous et on fait la même chose chez eux et voilà, tout ça se passe en Vous très bonne coexistez sans problème. en très bonne intelligence. Voilà, ouais. Ok. On- Côté logistique, c'est quoi votre plus gros défi sur l'organisation du salon? Bonne question, tu me l'avais pas posée celle-là en C'est- prépa. Non, alors non, il y a pas de. Je pense pas qu'il y ait de plus gros. Je pense pas qu'il y ait de plus gros défis. Ils Ça sont. peut- je Moi, vais genre, faire. peut-être, par exemple, Vas-y. c'est plus dur de parquer tous les avions côte-côte à 10 cm ou de faire venir je Non. sais pas combien de milliers de personnes le même jour. Non, ouais, ça c'est un défi. Ok. Ça c'est un défi. Ce qui est, je pense, c'est vraiment le dessous, c'est la manip logistique. C'est quand vous avez 200 camions qui vont arriver lundi 19 mai au matin pour s'engouffrer, pour pouvoir monter le plus vite possible, pour pouvoir décorer le plus vite possible 330 chalets. Ok. Voilà. Ah, c'est vraiment C'est- l'installation, quoi. C'est le moment où il y a Et toute ces la- mecs-là, ouais. ils veulent tous aller, forcément, ils n'ont pas de temps à perdre. Et vous avez 200 camions qui viennent sonner à la porte, du parc des expositions du Bourget. Ok. Donc vous avez un truc qui s'appelle le pool manutention, c'est un immense hangar. Et là-dedans, les mecs viennent décharger leur camion, débarquent leurs affaires. Et après, ça part en Fenwick dans un salon qui est déjà à moitié construit en fait, parce qu'on a déjà notre ligne de chalet, on a déjà les structures en dur, Ok. les chalets Airbus, les chalets Dassault, les chalets le pavillon du Minarme, etc., qui sont déjà construits. Il manque la déco, quoi. Il y a Et les voilà. bâtiments, Et mais tous il ces manque la gens-là déco. veulent s'engouffrer en même temps, et ça c'est pas un sport de masse. Voilà, donc il y a ça. Évidemment, tout ce qui est accès circulation, c'est monstrueux. Moi, je suis admiratif. Hein. Vraiment, je suis admiratif dans ce que. Enfin, moi, je me pointe le premier jour, la première fois où je vais sur le parc des expositions. Il y a déjà la bâche avec l'indication, c'est par là qu'il faut rentrer, quoi. Ça, c'était il y a déjà 3 semaines. Je me dis, mais qui est-ce qui a pensé à ça? Et c'est fait. Ok. Donc voilà, ça c'est un vrai défi. On a d'autres défis. Vraiment,
on fera un sujet sur les à côté du salon, parce que je pense que c'est passionnant. Celui de la sûreté-sécurité. On met ceinture, bretelles, tout ce qu'on peut pour faire en sorte que ce salon, pour que les gens puissent vivre une expérience sans être... qu'on puisse gérer le risque et gérer les incidents. C'est fait par nous, organisateurs, c'est fait par les acteurs de l'État, c'est fait par l'armée de l'air et de l'espace qui met en place un dispositif un DPSA, okay. Donc un dispositif de protection et de sûreté aérienne. C'est 500 militaires qui sont déployés sur la base. Donc il faut une mini-base à l'intérieur du truc. Voilà, c'est un dispositif logistique énorme. J'ai un village des prestataires, donc j'ai un village dans le village, où les mecs viennent pour commencer à parquer leur matériel, qui va servir après à construire le vrai truc. Okay. Donc ça, ce village-là, il faut bien le construire à un moment, ce pré-village. Il faut donner à manger, il faut les nourrir, voilà, c'est énorme. C'est pas une semaine, c'est plus que ça. C'est des mois. C'est des mois, mais ça reste de l'événementiel. Et en fait, tout ça, ça se passe... alors déjà, on préempte, on mange les zones qui ne sont pas les nôtres, les parkings de l'aéroport, les zones du musée de l'air et de l'espace, par séquence. Ah bah ouais, c'est une grosse machine, faut pousser un peu des coudes. Et tout ça pour justement essayer d'engendrer le moindre évidemment, les avions d'affaires ont besoin de voler sur ce premier aéroport d'affaires d'Europe. Donc on essaie d'engendrer le moins possible de dérangements et de nuisances. Et donc on se met des timings hyper contraints en fait. Hyper contraints. Merci d'avoir répondu à la question sur cette partie très mais j'en ai oublié, c'est sûr. C'est intéressant vraiment d'avoir les dessous du salon, parce que c'est vrai qu'il y a le côté très contemplatif. Une fois qu'on arrive là-bas, on en voit de partout, on se dit ah ouais, mais c'est immense, il y a plein de gens, il y a plein de choses, on voit plein de machines volées, mais en fait oui. Derrière, l'immensité, on s'en rend compte en fait dans le montage. Derrière, c'est un travail de fourmi. Parce que moi, quand je le reprends, le salon, je le trouve pas si immense que ça pour dire la vérité. Je vais aborder ma dernière question, donc n'hésitez pas dans le chat si vous en avez aussi. On a parlé donc de la 55e édition qui est en train de se faire. On est en courte finale. Dans 1 mois et 1 jour, ça commence. Oh là là. Et on a le timing ici. J'y vais. On me l'avait pas dit. Ma dernière question, c'est est-ce que tu commences déjà à réfléchir au salon 2027 et à la suite du salon international de l'aéronautique et de l'espace? Of course. Bien sûr, oui, c'est mon boulot de ne pas réfléchir qu'au coup d'après. Et je vous ai expliqué un peu la temporalité, donc effectivement, je considère que c'est mon job. Gilles Fournier a été aux manettes pendant 15 ans, il a imprimé... Non, il n'a pas imprimé. Il a fait ce qu'il avait à faire, mais on ne dira pas, c'était Gilles Fournier, on ne sait pas. Je sais peu qui sont les anciens directeurs généraux du salon. On s'inscrit, comme je vous l'ai dit, dans 115 ans d'histoire. Mais le salon, il faut le faire évoluer, évidemment. C'était dans la volière jusqu'en 1953, quand même, au Grand Palais. C'est quand même un truc de fou quand on y pense. En 1953, vous savez ce qui volait le salon juste avant, c'est-à-dire qu'en 49, c'était encore au Grand Palais qu'avait lieu le salon du Bourget. Donc aussi organisé, tiens. Ça devait valoir. Donc évidemment que c'est 115 ans d'histoire. Évidemment qu'on se projette sur l'avenir. Évidemment qu'on se projette sur les défis de plein d'ordre. Le monde du salon, l'événementiel, il bouge. Le monde de l'aéro, il bouge. Donc ça serait criminel de ne pas réfléchir à 10 ans sur le salon. Donc tu t'es fait une petite liste de pendant le salon, il faudra prendre des notes sur ça, parce qu'on a eu cette idée, et du coup j'ai mon calepin, je note par catégorie, tu sais déjà. Et puis toutes les idées qu'on a eues, qui sont survenues et pour lesquelles on s'est dit ça passe pas pour 27. Et c'est frustrant. Mais c'était déjà il y a des mois et on n'arrivait pas. Donc elles sont bien notées, oui. Ok. On verra si on arrive à les mettre. Pardon. Ça passe pas pour 25. J'allais me dire donc là carrément 2029. Non, à 4 ans, des idées qui passent pas à 4 ans. Si, il peut y avoir des idées un peu farfelues qui passent pas à 4 ans, mais voilà. Ouais, absolument. Donc typiquement le métro, ça passe. Le métro. C'est ça qui fâche. Mais voilà, mais typiquement t'as tout à fait raison. Donc ça va être un game changer, très clairement. Très très clairement 10 000 passagers heure qui arriveront en face du musée de l'air et de l'espace. Donc ça va redimensionner probablement l'infrastructure qui amène jusqu'à la porte, qui sera peut-être plus du coup la porte L, qui est la porte mais davantage la porte qui est un peu plus à l'est. Donc comment on reshape ça, c'est
Ça aurait pu être demain, et je pense malheureusement que compte tenu des 6 mois de retard qui ont été annoncés, ça passera malheureusement pas pour le salon de 27. Ok, d'accord. Ok. Et qu'on devra attendre 29 avec impatience. C'est la vie. Hein. Voilà, mais ça va être effectivement un game changer. Super. Alors, toute petite dernière question du chat et après on passe au quiz. Comme ça, je te laisse te préparer pour le quiz, Alexandre. Ok, C'est est-ce qu'il y aura, donc là on a parlé beaucoup des dessous du salon, est-ce qu'il y aura des timelapses, des images du montage du salon avant l'ouverture? Est-ce qu'on aura des petits récaps comme ça sur les Absolument. réseaux? Bah regardez, hein, en ce moment, qu'est-ce qu'on vous a fait aujourd'hui? Bon, on vous a fait le nettoyage du 747, mais c'est aussi bête que ça. Le 747 du musée de l'air et de l'espace, qui est un peu couvert de mousse, il faut qu'il soit tout beau tout propre. Okay. Les chalets de Gulfstream qu'il faut installer sur les terrasses du musée de l'air et de l'espace, donc on fait venir des grues quand même assez costauds, et on essaie de vous montrer ça, justement, j'insiste pour qu'on vous montre les coulisses. Donc il faut vous suivre sur les réseaux. Exactement, c'est bien résumé, merci Antoine.